Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Je suis ravi de vous retrouver, nous sommes avec Jean-Christophe Cambadélis, nous allons parler évidemment de la catastrophe qui s'est déroulée dans le Midi d'Air France d'Alain Juppé, du référendum du Parti Socialiste évidemment, et aussi de la polémique qui augmente dans les journaux, puisqu'il s'agit, dans Libération notamment, de revenir sur les multiples émissions de Laurent Ruquier, auxquelles vous avez participé d'ailleurs un samedi soir. Première question, est-ce que finalement cette affaire des pilotes d'Air France n'est pas un peu dans la droite ligne énoncé par Emmanuel Macron, à savoir qu'il y a un problème avec le statut des gens qui résistent malgré la situation économique d'une grande entreprise nationale qui est en difficulté? Que les gens résistent, ce n'est pas anormal. On ne peut pas être non plus pour que les gens baissent les bras. Moi, je suis pour une société mobilisée, mais en même temps responsable. Donc, on doit être capable à la fois de défendre ses intérêts et de prendre en compte l'intérêt général. On va être dans les deux camps, là. C'est à 9h30 ce matin, c'est-à-dire que soit on canne pas. Non, on peut trouver des compromis. D'ailleurs, tout est fait de compromis. Il n'y a pas de gens qui cannent d'un côté et de gens qui canneraient de l'autre. Tout est fait de compromis. Il faut essayer à la fois de protéger le statut qui existe, de se retrouver dans une situation d'amélioration des conditions de travail, mais de prendre en compte aussi l'entreprise. D'accord, mais c'est un discours qui fonctionnerait sans la concurrence. Quand vous avez Ryanair qui propose de racheter des sièges d'Air France avec des pilotes qui travaillent plus et qui sont payés moins, et qu'on est dans un système de concurrence absolue, ça peut plus fonctionner. Ça fonctionne si vous êtes capable de vous innover, si vous êtes capable de changer, si vous êtes capable de travailler avec le personnel d'Air France pour proposer autre chose, de nouveaux services. On leur demande de travailler 100 heures de plus sans augmentation de salaire. Ça fait beaucoup, non? J'ai pas dit que c'était... Bon, alors voilà, n'importe quelle personne qui nous écoute aujourd'hui peut se dire que ça fait beaucoup. Donc, à partir de là, il peut comprendre l'intérêt de l'entreprise. Si la direction leur dit, pardonnez-moi, parce que je trouve que cette affaire est un cas d'école. Si la direction leur dit, c'est ça ou on coule. Oui, mais le problème, ce que j'ai bien compris. Je ne suis pas contre ce que dit la direction, mais j'entends aussi ce que disent les organisations syndicales, c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur le diagnostic. Or, moi, je pense que quand on veut négocier, il faut se mettre d'abord sur le diagnostic. Ils ne pensent pas qu'on coule. Ils pensent que la direction a derrière cette négociation un objectif qui était déjà le cas quand il y avait eu l'idée de mettre un low cost à Air France. Donc il faut essayer de se mettre d'accord sur le diagnostic. Le gouvernement, il est plutôt derrière la direction actuellement. C'est pas normal. Il est sur une position qui me semble juste. Et les socialistes négocier. Sont où exactement? Ils sont du côté des pilotes, des syndicats ou de la direction? Pour une solution. C'est-à-dire qu'il y ait une négociation. On va voir aujourd'hui s'il y a une négociation. On souhaite qu'elle aboutisse. C'est à 9h30 donc ce matin. Cette affaire donc qui s'est déroulée dans le Midi de la France, on a un peu le sentiment, alors évidemment c'est un drame, ce matin il y a beaucoup d'émotions et énormément de solidarité. Mais est-ce qu'il y a dans cette affaire-là aussi un problème climatique qui n'est pas réglé, intensité des pluies, et qui surtout n'est pas prévu, ou pas prévisible? Pas prévu, je ne sais pas si c'est prévisible ou pas prévisible, je ne suis pas un spécialiste de la météorologie et les politiques ne peuvent pas répondre à toutes les questions quand même, mais je crois qu'il est clair que nous sommes confrontés à une question climatique. Et ça sera l'objet du sommet climatique de Paris. Là, d'un seul coup, d'une manière dramatique, et on pense tous à ceux qui sont dans la difficulté ou dans le drame ce matin, mais d'un seul coup, tout le monde s'aperçoit qu'il faut se bouger, qu'il est nécessaire que les sociétés prennent en compte ce nouveau défi de l'humanité, qui est le réchauffement climatique et ses conséquences en termes de drame, tels que nous venons de le voir. On a l'impression que les Français, avec les mini-canicules de cet été, avec ce qui vient de se passer dans le Midi, ils sont conscients de ça, mais que le problème, c'est qu'on a fait des choses qui maintenant deviennent problématiques. L'urbanisation... Tout à fait. Donc là, il va falloir s'adapter. Il va falloir modifier... Comme les Japonais ont fait avec les tremblements de terre, finalement. Absolument. D'un certain point de vue, c'est une bonne image. Ce n'est pas une belle, mais c'est une bonne image. Il faut s'adapter à ce nouveau défi, et c'est le défi climatique. Il va falloir changer notre manière à la fois de consommer, de travailler, de vivre. Et il va falloir prendre en compte cette question parce que c'est, en fin de compte, le destin de l'humanité qui est en cause.
Et pourtant, dans les couloirs de la conférence de presse du président de la République la dernière, on avait le sentiment qu'il y a une certaine forme de pessimisme. Je parle pas du discours officiel, mais régnait, c'est-à-dire que finalement, les 2%, c'est pas sûr, le financement, c'est pas sûr non plus. Et on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de grands pays qui campent sur leur position. Donc, est-ce qu'on est parti pour un échec? Je ne sais pas, je ne souhaite pas. Il y a des signes encourageants. Ce que vient de décider le gouvernement indien est encourageant. C'était le dernier grand pays qui résistait à la nécessité de fixer des objectifs. Je pense que depuis que la France a pris en main cette question, avec les Nations Unies bien sûr, l'idée de fixer des objectifs non pas d'une manière globale mais pays par pays est une idée qui permet d'avancer. Et je pense que on devrait arriver à un succès, en tous les cas tout le monde le souhaite honnêtement, on devrait arriver à un succès à la conférence de Paris. Vous faites dans l'optimisme, la presse n'est pas du tout optimiste pour le référendum du Parti socialiste en disant que ça va être un bide retentissant et qu'on voit pas très bien l'utilité. En plus, les Verts font leur référendum en disant qu'est-ce que c'est qu'une vraie politique de gauche. Donc, est-ce que vous n'êtes pas parti, encore une fois, avant même des résultats qui sont donnés comme probablement à cause des sondages, des intentions de vote des Français peu reluisants, parti pour une sorte de double bide, quoi. Alors, c'est violent comme question dès le matin, mais... Dès le matin, comme ça, c'est un peu dur, mais je vais y répondre. Ce n'est pas un bide, d'abord, parce que tout le monde en parle. Et si tout le monde en parle, c'est que la question de l'unité à gauche est posée. Regardez, ce week-end, il y a eu l'élection municipale de Marly. La gauche était unie, on a battu et la droite et l'extrême droite. Mais bien sûr, personne n'en parle. Et si les écologistes réagissent de cette façon-là, en essayant de détourner notre référendum, ils ne font pas un référendum, eux, ils détournent dans l'image. C'est la même chose. Non, ils font rien. Ils font rien. Mais s'ils essaient de le faire, c'est qu'ils ont parfaitement compris que l'électorat écologiste ne comprend pas cette alliance avec Jean-Luc Mélenchon, qui détourne l'écologie de ses buts, et qui vise simplement à essayer de construire une alternative sur notre gauche. Ça n'a rien à voir avec les élections régionales, ça a tout à voir avec la politicaille. Donc, mais c'est fait. Le problème, c'est que c'est fait, cette alliance entre une partie des écologistes. Non, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini, croyez-moi. Je pense que les écologistes regardent... ce matin que vous considérez qu'il est possible d'obtenir des listes unies d'ici... Je pense que un certain nombre d'écologistes s'interrogent, d'ailleurs on voit les nombres de démissions en ce moment, un certain nombre d'écologistes, mais ça va là aussi pour le Parti communiste, s'interrogent sur si c'est la bonne orientation que d'être dans la division. Nous leur disons non. Nous leur tendons la main. Nous étions prêts, j'étais ce week-end dans les Bouches-du-Rhône, nous leur avions proposé la tête de liste dans les Bouches-du-Rhône. Vous voyez, on peut pas faire mieux. Eh bien, on nous dit, nous sommes prêts à chaque instant, à chaque moment, de faire tout pour l'union dans ces élections régionales. Est-ce que vous considérez qu'Alain Juppé est le futur candidat de la droite? C'est-à-dire que les sondages qui finalement ne bougent pas tellement à droite depuis maintenant plusieurs semaines, il reste quand même un an, hein, mais ces sondages montrent que ce sera lui. Vous savez, c'est un grand classique. Parce que pendant longtemps, on a dit que c'était le candidat de la gauche déguisé, finalement. Oui, mais c'est un grand... allant s'effondrer. C'est le grand classique des pré-campagnes présidentielles. Avant que les campagnes commencent, vous avez toujours un candidat plutôt centriste, un peu central, qui est le réceptacle de toutes les hésitations. Et il monte en neige. Ce fut dans le temps Raymond Barre, ce fut après François Bayrou, Michel Rocard par exemple. Et donc c'est une bulle. Juppé est une bulle. Oui, c'est un peu ça. C'est une bulle. Il est dans l'apesanteur de la non-campagne. Le jour où la campagne vient. La présidentielle, c'est ça, malheureusement. C'est le paradoxe de la présidentielle sous la Ve République. Eh bien, à partir de là, on s'opposition. C'est que Juppé va se dégonfler. Mais il est obligatoirement, il va se dégonfler. Puis de toute façon, il va devoir prendre en compte l'offre politique qui va se déployer à droite. Vous m'avez l'air un peu tranquille, voire trop serein, parce que par exemple, un dernier sondage vient de donner Valérie Pécresse, donc vainqueur en Île-de-France. Écoutez, alors que la gauche gère cette région depuis des années, donc est-ce que vous n'êtes pas totalement décalé finalement? Mais moi, je prends en compte les sondages les uns après les autres. Je constatais que nos candidats précédemment étaient à 18%. Vous virez Huchon, vous mettez Barthelone... Et ça fait 7 points de plus. Vous commencez au premier tour. Bah, écoutez, je m'en satisfais. D'accord, et au deuxième tour... est au bout. Non, au deuxième tour, au deuxième tour, c'est 3% d'écart. Je pense que le sondeur a décidé de mettre quelqu'un en tête. Au fond, ils sont bord à bord, les deux. Eh bien, moi, je dis, s'il y avait l'unité, il y aurait la dynamique et on serait déjà en train de gagner.
C'est pour cela qu'il faut que le référendum soit un succès en Île-de-France. Dernière question, je vais pas parler de Ruquier, parce qu'il y a beaucoup d'articles ce matin considérant effectivement que l'émission de Laurent Ruquier, qui est un véritable succès, est une machine, non pas identitaire, mais à fabriquer peut-être de la réaction via les intellectuels. Donc on s'interroge beaucoup sur le fait que la gauche ait complètement abandonné ce débat culturel. Mais ma dernière question n'aura pas de rapport avec ça. Je signale simplement cette information. C'est les primaires. Est-ce que vous avez dans vos tiroirs, à un moment, si nécessaire, une idée quand même de primaire à gauche? Au cas où. Pour l'instant, moi, je m'en préoccupe pas. Si vous faites ça au dernier moment... Non, mais nous, on n'a pas de problème. Le dispositif de la primaire, de la dernière primaire, il est là dans les tiroirs. En l'espace de quelques temps, on peut le remettre en place. Je vais vous donner un exemple très criant. Donc c'est pas écarté. Mais non, mais je vous donne... Ce matin, vous me dites, c'est pas écarté. Je vous donne un exemple. Là, j'annonce sur votre chaîne aujourd'hui, votre station, que nous avons déjà 1000 points de vote pour le référendum. Il a fallu simplement prendre le dispositif de la primaire et commencer à le mettre en place. Nous en aurons 2000 le 16, 17 et 18 octobre. Donc vous voyez que c'est pas compliqué d'organiser une primaire si on avait besoin, mais ce n'est pas l'objet du moment. Il est 8h26. Merci Jean-Christophe Cambadélis. Je rappelle que vous êtes le patron, le premier secrétaire du Parti Socialiste. On va retrouver nos amis de LCI, évidemment. Sophie Paolini sur l'antenne de Radio Classique. Bonne journée à vous. Bonne journée.